Lancement à Abidjan d'une application web permettant aux entreprises de résister aux effets néfastes de la Covid-19. Et puis à San Pedro, des dons essentiellement composés de semences sont remis aux femmes par la Société coopérative agricole de Gagny. Bienvenue, mesdames et messieurs. Le lycée américain d'Abidjan a abrité le lancement d'une nouvelle application dénommée NENC. NENC est une application web qui est censée permettre aux entreprises publiques et privées de résister aux effets néfastes de la Covid-19 tout en travaillant en collaboration et de façon simultanée sur les mêmes sujets. À la découverte de cette application avec nos reporters Walter Kofi et Richard Akeke. Nombreuses sont les entreprises impactées par la Covid-19 qui rencontrent des difficultés de gestion du personnel ou des tâches. Face à cette problématique, le digital se propose comme une solution. Une application web dénommée NENC a rassemblé cette soirée du vendredi 9 octobre chefs d'entreprise, dirigeants de start-up et institutions venus s'approprier cette solution numérique. NENC se propose comme l'outil par lequel les membres d'une entreprise peuvent collaborer, permettant ainsi au personnel d'effectuer les tâches quotidiennes de l'entreprise. Le concepteur de l'application est Edmond Neikabo. L'auteur souhaite, à travers son œuvre, apporter sa contribution dans la lutte contre la pandémie de la Covid-19. Aujourd'hui, la majorité des entreprises n'ont pas d'outils assez performants pour travailler étant à la maison, pour avoir, comme je l'ai dit tantôt, avoir un suivi de leurs différentes activités. L'outil de communication par défaut qu'on a en entreprise aujourd'hui, c'est les emails. Mais avec NENC, ça révolutionne. Vous pourrez facilement, avec votre collègue, travailler sur le même document. À cause des mesures barrières, ils ont demandé à pas mal de personnes de rester chez eux à la maison. Donc, étant chez vous à la maison, si votre employeur n'a pas forcément les outils nécessaires, vous ne pourrez pas donner le même rendement. Donc, NENC vient compenser cela. NENC vient régler ce problème-là et aider les entreprises à avoir le même rendement. L'autre particularité de l'application est sa gratuité. Elle offre ainsi la possibilité aux startups et PME à faible revenu d'avoir accès aux services de NENC, leur permettant aussi de faire face à la pandémie. Nous n'avons pas d'objectif financier concernant NENC. Ce que nous voulons, c'est de donner l'exemple, de rassembler tous les acteurs du digital, de faire une force et de lutte contre cette pandémie. En gros, la perspective, c'est de d'ici un an, avoir 1000 entreprises qui utilisent NENC. Notons que l'application est disponible sur PC, tablette et smartphone. Après la présentation de son produit, l'auteur envisage de passer à la phase dénommée phase d'enregistrement. Elle consiste à inciter les entreprises privées et administrations publiques à se procurer l'application. La mise en œuvre du programme de logements sociaux en Côte d'Ivoire connaît une autre phase majeure. Le secrétaire d'État en charge du logement social a récemment procédé à la remise symbolique des chèques aux propriétaires terriens de Songon-Kassamblé. Un acte symbolique constituant le règlement total de la solde de l'État en dédommagement à la communauté villageoise de la nouvelle ville à proximité de la capitale abidjanaise. Emmanuel Bonzo, Richard Akeke. Remise symbolique de chèques aux communautés villageoises et propriétaires terriens de Songon-Kassamblé à 17 km à l'ouest d'Abidjan. Un acte de portée majeure mettant fin aux nombreux obstacles sur les chantiers de construction du vaste programme présidentiel de logements sociaux initié depuis 2013 par le chef de l'État Alassane Ouattara. Une cérémonie de remise marquant pour l'État le versement global du solde de tout compte dû aux communautés villageoises. Le projet de Songon est l'épicentre du projet social du gouvernement dans son volet logement social. Pour plus de 60 000 logements et il fallait faire tout pour que ce chantier soit débloqué. Et je suis heureux que nous ayons pu solder la dette de l'État vis-à-vis des propriétaires terriens de Songon. C'est donc la fin d'un long feuilleton dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme permettant aux 31 opérateurs immobiliers de reprendre les travaux de construction de la nouvelle ville de 60 000 logements sociaux et économiques sur une superficie de 439 hectares. Réellement, c'est un soulagement parce qu'avec les chantiers, comme l'a dit le représentant du CACP, qui était pratiquement arrêté, c'était un peu difficile. Maintenant qu'on peut avoir accès librement à notre chantier et travailler, je pense que les choses vont avancer. Pour nos acquéreurs, on leur assure qu'on fait tout ce qui est possible pour qu'ils viennent rapidement prendre possession de leur maison
La preuve, sur nous-mêmes, notre propre fonds, on a décidé de mettre la lumière pour permettre à nos acquéreurs d'avoir l'électricité sur place. Donc on fera tout et maintenant que les arriérés sont payés, je pense qu'on va encore faire mieux pour que nos acquéreurs soient heureux. Sur un montant total de 10 milliards 663 millions de francs CFA, le reliquat à solder entièrement se levait à 2 milliards 468 millions de francs CFA. Sur cette somme, le secrétaire d'État en charge du logement social a annoncé à la présente cérémonie le versement d'1 milliard 128 millions de francs CFA aux ayants droit. Pour les communautés villageoises, le règlement dans sa totalité des droits coutumiers renoue la confiance et lève toutes les difficultés liées à la barrière foncière. L'État a acquis son terrain, l'État a purgé son terrain, donc le terrain appartient désormais à l'État. Nous ne sommes plus propriétaires. Qu'ils prennent ses engagements, qu'ils prennent ses dispositions pour sécuriser le travail. Avec cette nouvelle donne symbolisée par la remise de chèques aux propriétaires terriens, cela va donner un coup d'accélérateur au programme de réalisation de logements sociaux et économiques à Songon-Kassamblé. Rendons-nous à San Pedro où dans le cadre de la promotion de l'autonomisation de la femme, la société coopérative agricole de Gagny a fait don aux femmes de différents villages. Ces dons essentiellement composés de semences permettront à ces femmes non seulement de se prendre en charge, mais aussi de soutenir leurs époux. Betty Kwaku, Abel Kwaou. Je remercie beaucoup la coopérative Sokopa Gagny de nous avoir offert beaucoup de matériel pour travailler au champ, pour aider les enfants et nos maris. Les femmes des villages de Gagny et Bigné, dans la localité de San Pedro, sont heureuses. Elles ont reçu des semences et autres produits agricoles des mains de la société coopérative agricole de Gagny, Sokopa Gagny. Ce dont leur permettra de se prendre en charge et soutenir leurs époux pleinement engagés au travail dans les champs de cacao. Dans le cadre de l'autonomisation de la femme, la Sokopa Gagny, à travers son président, M. Ramdé Gaston, a décidé comme ça d'aider les femmes, de les soutenir. Et en premier lieu, nous avons d'abord formé les femmes à comment gérer leurs affaires. Et ensuite, nous sommes en train de leur donner la semence, c'est du riz, du piment, du gombo, afin de pouvoir se prendre en charge, aider aussi les maris à prendre les enfants en charge. Ce don témoigne de l'étroitesse des liens qui unissent les administrateurs et les membres de la Sokopa Gagny. Il s'ajoute à une série de réalisations déjà effectuées dans ces sous-sections. Grâce à UCRA, coopérative agricole de Gagny, on a pu amener des actions sociales à Gagny. On a construit centre de santé, on a construit école 3 classes, on a fait 5 forages, plus un château d'eau. Et notre objectif, ce n'est pas pour limiter là. Créée en 2006, la société coopérative agricole de Gagny, Sokopa Gagny, comptait 250 membres. Aujourd'hui, grâce à son travail et ses partenariats, elle a à son actif plus de 1800 membres et bénéficie des certifications UTZ, RA et Fairtrade. La Sokopa Gagny ambitionne de construire dans les années à venir une école de 3 classes et une voirie de 5 km à Kwadiokro, une de ses sous-sections. Nous restons à San Pedro pour des détails sur les actions menées par le Conseil régional dans le domaine de l'éducation. Le Conseil a investi 300 millions de francs CFA au lycée Yébart 1 et 2 pour la construction du mur, une remise de table-banc et l'accroissement de la capacité d'accueil. Abel Kwaou, Pierre Tebe. Depuis la validation de son programme triennal 2020-2021, 2022 et 2023, le Conseil régional de San Pedro œuvre aux besoins des populations. Au compte du volet éducatif, le Conseil a mené plusieurs activités au lycée Yébart 1 et 2 de San Pedro. Il s'agit de la construction d'une clôture de sécurité et de plusieurs bâtiments administratifs, des salles de classe et des latrines. En plus de ces projets, 100 tables-bancs ont été offerts aux 2 établissements, le tout d'un montant de plus de 312 millions de francs CFA. Objectif, accroître la capacité d'accueil et améliorer les conditions de travail au lycée moderne Lucien Yébart 1 et 2 de San Pedro. Le président du conseil régional, Donatien Begré, principal initiateur des 10 projets,
a procédé à la remise officielle des clés en présence de Yaoko Fikan Claude, secrétaire général de préfecture représentant le préfet de région. Nous avons inauguré la clôture pour sécuriser le lycée qui fait 1,2 km. Deuxième activité, nous avons fait une remise de tables bancs au nombre de 100, puisque nous sommes maintenant à la rentrée. La troisième activité, il faut le signaler aussi, c'est que, en plus du fait qu'il y a des bâtiments ici au lycée, nous avons accru la capacité d'accueil en faisant aussi un R+8. Et au-delà, derrière, il y a aussi un nouveau bâtiment qui font 2 R+8. Tout cela pour le bien-être de nos enfants. Président, nul n'a besoin de faire la liste de vos actions et de vos réalisations pour en voir les effets au plan social. La population parle, et elle parle fort, et elle parle bien de vos actions. Soyez-en remerciés. Cet important investissement réalisé dans ces deux établissements, lieux de formation et d'apprentissage, traduit la volonté du Conseil régional de San Pedro d'améliorer les conditions de travail des élèves et de leurs encadreurs. Toujours à San Pedro, la Fédération ivoirienne de judo a un nouveau président. Son nom, Dabone Seydou. À peine élu, il s'est déjà mis à la tâche. Le nouveau président a initié une tournée dans la région de San Pedro et cela lui a permis de présenter sa vision d'une discipline de judo active dans la région. Suivez. Dans le cadre du développement de son plan d'action, Dabone Seydou, président de la Fédération ivoirienne de judo et discipline assimilée, en visite dans la région de San Pedro, accompagné du président de la Ligue de San Pedro, Kwasi Georges, et du grand maître Deza Eli. Dabone Seydou a durant cette tournée exposé sa vision aux différentes autorités, dont le premier adjoint au maire de la commune de San Pedro, Beriyoukou Pierre, et le secrétaire de la préfecture, Kofi Yao Jean-Claude. Le nouveau patron du judo ivoirien, qui s'entend s'appuyer sur les élus locaux des différentes communes de la Côte d'Ivoire pour la mise en œuvre de sa stratégie de développement du judo ivoirien, s'est dit satisfait des rencontres avec la préfecture de San Pedro et la mairie qui partagent des projets similaires avec la Fédération ivoirienne de judo et de discipline assimilée. Pour Dabone Seydou, le judo c'est d'abord l'éducation, l'encadrement et le développement. À peine nous avons commencé les échanges, qu'on a vu que les autorités en place nous attendaient pratiquement parce que nous avons des programmes qui se rejoignent. Le judo, c'est d'abord l'éducation, la mairie aussi, c'est l'encadrement, c'est l'éducation, c'est le développement. Nous avons un projet qui tient en beaucoup de lignes pour la commune de San Pedro et le premier adjoint au maire a pris l'engagement de nous accompagner et j'avoue que nous sommes très très satisfaits de notre visite. Je suis très ravi d'avoir dans nos murs une présentation très noble parce que cette fédération est la bienvenue pour le sport de judo dans notre commune, pour développer surtout en Côte d'Ivoire. Donc nous sommes très ravis, nous la mairie, la municipalité, nous leur souhaitons la bienvenue ici dans notre cité balnéaire. Cette tournée s'est achevée par un entraînement de masse au judo club de San Pedro. C'était un reportage signé Walter Kofi. Koulibaly Kuiber Ibrahim, président de la commission électorale indépendante en charge de l'organisation du scrutin présidentiel du 31 octobre 2020, prépare l'environnement électoral. La sécurité est l'une de ses priorités. À Yamoussoukro, les préfets, les gendarmes et les policiers ont pris part à un renforcement de capacité. Le 31 octobre 2020, les Ivoiriens sont appelés aux urnes pour choisir le président de la République pour les 5 années à venir. La commission électorale indépendante CEI, qui a en charge l'administration, l'organisation du scrutin, prépare l'environnement électoral. D'où cet atelier de renforcement des capacités des préfets, gendarmes et policiers. Objectif, sécuriser le processus électoral. Pour illustrer la transparence souhaitée par tous à la prochaine élection présidentielle, notre institution a jugé bon de présenter le mode opératoire du scrutin présidentiel du 31 octobre 2020 aux candidats, à la communauté nationale et internationale, aux partenaires internationaux de la Côte d'Ivoire, aux observateurs, à tous les acteurs et parties prenantes, afin de leur permettre de comprendre et de s'approprier
ce mode opératoire. Cet atelier de renforcement de l'administration et des forces de l'ordre est organisé en partenariat avec le PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement. Cette mission doit s'exercer dans le strict respect des droits de l'homme et au service de l'administration des élections. Il s'agit de permettre à tous les candidats de battre campagne librement sur toute l'étendue du territoire, de renforcer la cohésion sociale, de contribuer aux missions d'éducation civique et de sensibilisation des électeurs et d'accompagner la commission électorale indépendante à mener à bien sa mission. Environ 35 000 hommes ont été mobilisés pour la sécurisation des élections. Avant cette rencontre, le président de la CEI s'est entretenu le mercredi 7 octobre 2020 avec l'ensemble du corps préfectoral. Il a rassuré ses interlocuteurs ainsi que l'opinion nationale et internationale sur sa volonté d'offrir un scrutin des plus transparents à la Côte d'Ivoire. Zeynab Dosso nous commentait le reportage de Charles Kouakou, direction Guiglo dans la région du Cavali, où la ministre Anne-Désirée Ouloto a procédé à la pose de la première pierre d'un lycée de jeunes filles, d'un collège de proximité et d'un marché de gros à Yaoundé, Goya et au quartier Nikla. Ces 3 projets majeurs s'inscrivent dans le cadre du renforcement du système éducatif et renforcer l'autonomisation des femmes du Cavali. Théodore Kanga. La présidente du conseil régional du Cavali, Anne-Désirée Ouloto, a procédé à la pose de la première pierre de 3 ambitieux projets, à savoir la construction d'un collège de jeunes filles, d'un collège de proximité et d'un marché de gros dans la commune de Guiglo. C'est un collège d'excellence qui aura un internat pour nos filles. Vous savez que nous avons lancé un projet d'autonomisation des femmes et nos femmes devront au plus tard à la fin de l'année 2021, produit dans chaque village au moins 3 hectares de produits vivriers. À côté de cela, ces femmes également pourront soit faire de l'élevage de volailles, soit faire de la culture du champignon. Et à partir donc de ce projet, on pourra lancer également les travaux de construction de l'usine de transformation du manioc de la région du Cavali. Nous allons arrêter à Téou pour voir également le projet pilote des femmes de Téou, où elles aussi sont prêtes donc à récolter leur manioc. Nous allons voir ce que ces femmes ont fait, les encourager et leur dire que le marché de gros est en construction. Émus par le début de réalisation de ces projets, les populations ont traduit leur reconnaissance à la présidente du conseil régional du Cavali pour ses actions sociales et de développement. Et chaque fois qu'on se voit, on dit papa, je t'ai pas oublié. Moi, je croyais que c'était un rêve qui n'allait pas se réaliser. Aujourd'hui, j'aimerais que tout le monde fasse des ovations. Mana Ouloto, les femmes de Guiglo, les femmes du Cavali, vraiment, c'est pour vous dire merci, ce que vous venez de faire. Le délai que le conseil m'a donné pour la réalisation des travaux, nous allons respecter le délai, sans aucun problème. Selon Anne-Désirée Ouloto, ce marché de gros vise à renforcer l'autonomisation des braves femmes du Cavali et permettra également de faciliter la commercialisation du vivrier. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa.